Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va poursuivre sur la notion de concurrence que l'on avait abordée dans la vidéo précédente. On avait vu que la concurrence était une technique de programmation qui permettait d'accroître la vitesse d'un script lorsque on effectue des tâches qui nécessitent une forme d'attente. Alors juste pour reposer le problème, on va remontrer un exemple d'exécution séquentielle, donc un code synchrone, et ensuite on montrera comment on peut améliorer les choses avec la concurrence en utilisant cette fois-ci une autre méthode qui va être celle de la programmation asynchrone. Au niveau de notre code synchrone, on a défini deux fonctions qui font sensiblement la même chose. Ces fonctions, elles permettent d'afficher des messages dans le terminal, sauf que entre les deux messages, on vient utiliser le module time pour marquer une pause d'une seconde entre les deux messages. Et comme ça, on vient simuler des tâches qui nécessitent une forme d'attente. Ensuite, après la définition de nos fonctions, on vient créer un premier marqueur de temps, on exécute les deux fonctions, on crée un second marqueur de temps, et ensuite simplement on vient afficher le temps écoulé pour l'exécution de nos deux fonctions. Alors on va lancer le script, et on voit que d'abord la tâche 1 commence, on attend une seconde, et ensuite la tâche 1 se termine, et seulement après on passe à la tâche suivante, la tâche 2 qui commence, on attend à nouveau une seconde, et on a la tâche 2 qui se termine. Et donc en toute logique, on voit que notre script a mis un peu plus de 2 secondes à s'exécuter. Alors comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, il s'agit d'un code qui n'est pas forcément très efficace, qui est bloquant. On vient déclencher la première fonction, on attend qu'elle se termine, et ensuite seulement on lance la suivante. Pour expliquer les choses autrement, on avait pris la métaphore de la cuisine. Donc on a une cuisine avec des ingrédients et des ustensiles, autrement dit un processus avec des ressources et de la mémoire. Et dans cette cuisine, on a un seul chef, donc un seul fil d'exécution qui effectue les tâches. Le chef met l'eau à bouillir, il attend que l'eau ait fini de bouillir et ensuite seulement il passe à la tâche suivante. Dans la vidéo précédente, on avait trouvé une alternative avec le multi-threading, on avait utilisé plusieurs fils d'exécution. Autrement dit, on avait fait intervenir plusieurs chefs dans la cuisine. Et pendant qu'un chef faisait bouillir de l'eau, par exemple, l'autre s'occupait de couper les tomates. Et donc on arrive à effectuer plusieurs tâches de manière concurrente. On avait vu que ça pouvait poser des problèmes, notamment lorsque les fils d'exécution souhaitent accéder en même temps à une même ressource, par exemple un fichier. C'est ce que l'on avait montré dans la vidéo précédente. C'est le cas aussi dans une cuisine lorsque deux chefs veulent utiliser en même temps une casserole. Ça pose un problème. Alors, existe-t-il une autre approche pour éviter ce genre de problème? La réponse est oui. Au lieu de faire intervenir plusieurs fils d'exécution avec le multi-threading, on va pouvoir utiliser qu'un seul fil d'exécution, donc un seul chef dans la cuisine, et simplement le chef, pendant que l'eau va bouillir, il va faire autre chose. Et comme ça, on va gagner du temps. Et en plus, comme il n'y aura pas d'autres chefs dans la cuisine, eh bien, il n'y aura pas de danger que les chefs souhaitent accéder à la même ressource en même temps. Pour exécuter des tâches de manière concurrentielle en utilisant un seul fil d'exécution, il va falloir faire intervenir un autre module qui va nous permettre d'écrire du code asynchrone. Ce module, c'est le module async.io, et pour l'utiliser, il va falloir modifier légèrement nos deux fonctions. On va venir coller les fonctions, et simplement, on va venir labelliser les deux fonctions comme étant asynchrones. Pour ça, on vient simplement rajouter le mot-clé async devant la définition de la fonction. Et ensuite, au lieu d'utiliser le module time, on va venir utiliser le module async.io qui possède également une fonction sleep
et à nouveau, on va venir attendre une seconde, sauf que cette fois-ci, on va le faire de manière asynchrone, puisque on va rajouter le mot-clé await, et donc on va attendre que cette tâche qui met un certain temps à s'exécuter soit terminée pour reprendre l'exécution de notre fonction. Et donc on vient toujours simuler la tâche qui nécessite une forme d'attente avec la fonction sleep. Et ensuite, on va pouvoir utiliser une boucle un peu spéciale. C'est la boucle d'événements qui provient toujours du module async.io. À l'intérieur de cette boucle, on va pouvoir enregistrer des tâches. Pour ça, on peut utiliser la fonction createTask sur la boucle et on va venir enregistrer notre première coroutine que l'on va venir exécuter. Donc on va lancer la fonction et comme elle est marquée asynchrone, eh bien l'exécution de la fonction va s'arrêter au niveau du mot-clé await. On va faire la même chose pour la deuxième fonction asynchrone. On va venir enregistrer la fonction dans la boucle. On lance son exécution et l'exécution est mise en pause au niveau du mot-clé await. Ensuite, une fois qu'on a enregistré nos deux coroutines dans la boucle va continuer de tourner et on va pouvoir en même temps regarder si on a une tâche qui est terminée. Pour ça, on peut utiliser la fonction runUntilComplete et on va faire ça pour nos deux tâches. Si on a une tâche qui se termine, eh bien on va reprendre l'exécution de la fonction là où on s'était arrêté au niveau du mot-clé await et on va terminer l'exécution de la fonction. Et ensuite, comme la tâche est terminée, elle va sortir de la boucle. Une fois que toutes les tâches sont terminées, on peut fermer la boucle avec la fonction close. Comme précédemment, on va venir mesurer les performances de notre script avec des marqueurs de temps. On va venir commenter le code précédent et on va venir lancer à nouveau notre script. Et on voit que cette fois-ci, on a un script qui est beaucoup plus performant. Il met seulement une seconde à s'exécuter. On voit qu'on a d'abord nos deux tâches qui sont commencées, qui sont arrêtées au niveau du mot-clé await, et ensuite, on a nos deux tâches qui se terminent. Et donc, on a pu démarrer deux tâches de manière concurrentielle. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, la boucle est lancée. Une première coroutine est enregistrée dans la boucle avec la fonction createTask. Comme elle est marquée asynchrone, l'exécution de la fonction est mise en pause au niveau du mot-clé await pour la première fonction. La boucle continue, une deuxième fonction est enregistrée, toujours avec la fonction createTask, et comme précédemment, son exécution est mise en pause au niveau du mot-clé await. La boucle continue de tourner, elle regarde si l'exécution de la première fonction est terminée grâce à la méthode runUntilComplete. Si c'est le cas, elle reprend l'exécution de la fonction après le mot-clé await et ensuite elle sort cette tâche de la boucle. Autrement, si elle n'est pas terminée, la tâche reste dans la boucle et la boucle continue de tourner pour voir s'il y a de nouvelles fonctions asynchrones qui doivent être enregistrées dans la boucle ou pour voir s'il y a une autre tâche dans la boucle qui est terminée et qui peut sortir de la boucle. Et si tout est terminé, eh bien seulement à ce moment-là, la boucle s'arrête.
Et donc voilà comment on peut utiliser cette boucle d'événements pour exécuter des tâches de manière concurrentielle avec un seul fil d'exécution. Alors d'ailleurs, si vous êtes familier avec JavaScript, c'est également sur ce même principe que va fonctionner la boucle d'événements de Node.js pour pouvoir faire également de la programmation asynchrone avec JavaScript et Node.js. Alors on voit que avec la boucle d'événements, on a pas mal de code qui se répète. À chaque fois, on vient enregistrer une tâche dans la boucle. On vient à chaque fois regarder si la tâche est terminée. En réalité, on va pouvoir écrire les choses plus simplement. Une fois qu'on a bien compris le fonctionnement de la boucle, on pourrait définir une fonction asynchrone principale. Et dans cette fonction, on va venir utiliser une autre méthode qui provient du module async.io, c'est la méthode gather, qui va nous permettre d'attendre simplement que nos coroutines soient complètes. Et donc dans la fonction gather, on va pouvoir passer nos deux coroutines, nos deux fonctions asynchrones, et cette méthode gather, elle va à la fois créer les tâches dans la boucle et regarder si les tâches sont complètes. Donc si vous êtes familier avec JavaScript, cette méthode gather, c'est un peu l'équivalent de la méthode all sur les promesses en JavaScript. Ensuite, simplement, on va pouvoir prendre le module async.io et on va pouvoir lancer la boucle directement avec la méthode run. Et ici, on va pouvoir passer notre fonction asynchrone principale. Comme précédemment, on va mesurer l'efficacité du script avec des marqueurs de temps. On va venir commenter le code précédent et on va venir exécuter notre script. Et on voit que tout fonctionne exactement comme précédemment. On a toujours notre script qui met un peu plus d'une seconde à s'exécuter. En réalité, c'est exactement la même chose que ce que l'on avait fait précédemment, sauf que cette fois-ci, on a une syntaxe qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus claire. Un autre avantage que l'on va avoir en utilisant la programmation asynchrone plutôt que le multi-threading, c'est qu'on va pouvoir contrôler de manière beaucoup plus fine l'exécution de nos tâches concurrentes. On va véritablement pouvoir planifier le moment d'exécution des tâches. Alors on va montrer un exemple, on va reprendre une des fonctions précédentes et on va la modifier légèrement pour faire intervenir un paramètre, un identifiant que on va utiliser lorsque on va afficher les messages dans le terminal. Ensuite, on va venir définir une fonction asynchrone principale et on va rajouter des tâches dans la boucle. On va utiliser la fonction createTask et on va venir passer notre coroutine avec un identifiant. On va rajouter une deuxième tâche dans la boucle. Ensuite, on va venir attendre que ces deux premières tâches aient fini de s'exécuter. Et seulement une fois que les deux premières tâches ont fini de s'exécuter, on va venir rajouter une nouvelle tâche. Et à nouveau, on va attendre que cette dernière tâche ait fini de s'exécuter. Ensuite, on va lancer la boucle d'événements et on va mesurer en même temps les performances de notre script. On va venir commenter le code précédent et on va pouvoir lancer le script. Et on voit que ici, on a un script qui est un peu plus long que précédemment. Le script met 2 secondes à s'exécuter, mais l'avantage ici, c'est que on a véritablement contrôlé le moment où on a exécuté nos tâches. Donc on a d'abord les deux premières tâches qui sont enregistrées dans la boucle, ensuite on a les deux premières tâches
qui se termine, et seulement une fois que les 2 premières tâches sont terminées, on vient enregistrer la dernière tâche qui, par la suite, se termine également. Et donc ça peut être utile dans certains scénarios, notamment lorsque, par exemple, la troisième tâche va nécessiter des éléments qui proviennent des 2 premières tâches, par exemple. Ensuite, pour poursuivre, on va présenter encore une autre manière d'écrire les choses, en utilisant cette fois-ci les groupes de tâches. Et dans la pratique, c'est souvent cette approche qu'il va falloir privilégier dans la mesure où les groupes de tâches vont permettre de gérer beaucoup plus efficacement les erreurs. On va s'appuyer sur la fonction précédente, que l'on va modifier légèrement. Au lieu d'utiliser un print, on va venir utiliser plutôt le mot-clé return pour retourner la chaîne de caractères une fois que la fonction a fini de s'exécuter. Ensuite, on va définir une fonction asynchrone principale. On va commencer par créer une liste de tâches qui au départ va être une liste vide. Et ensuite, de manière asynchrone, on va venir utiliser un contexte manager. On va venir chercher le constructeur task group pour créer un groupe de tâches et on va lui donner un alias. À l'intérieur du contexte manager, on va venir boucler sur une rangée de nombres qui va correspondre à nos différents identifiants que l'on va passer en argument de la coroutine. Et à l'intérieur de la boucle, pour chaque identifiant, on va venir créer une nouvelle tâche que l'on va rajouter dans le groupe de tâches. Donc on vient appliquer la méthode createTask sur le groupe de tâches. Et en argument, on passe notre coroutine avec l'identifiant. Toujours dans la boucle, à chaque itération, on va venir rajouter la tâche dans la liste des tâches que l'on a créées juste au-dessus. Ensuite, en dehors du contexte manager, on va pouvoir récupérer les résultats. On va utiliser une compréhension de liste. Et à chaque fois, on va venir appliquer la méthode result sur la tâche pour récupérer ce qui a été retourné par la fonction. Et on va faire ça pour toutes les tâches qui se trouvent dans la liste. Et ensuite, simplement, on peut boucler sur la liste de résultats et afficher le résultat dans le terminal. Comme précédemment, on va venir lancer la boucle d'événements et mesurer les performances du script. On va venir commenter le code précédent et on va lancer notre script. Et on voit qu'on a un script qui est toujours très rapide, qui met un peu plus d'une seconde à s'exécuter. Donc tout fonctionne comme précédemment. On a toujours l'exécution de nos tâches de manière concurrente. Mais l'avantage que l'on va avoir en utilisant cette syntaxe, qui est certes un peu plus lourde, c'est que on va gérer les erreurs lorsque, par exemple, une tâche ne va pas s'exécuter correctement. Eh bien, c'est tout le groupe de tâches qui va s'arrêter. Et donc, en pratique, ça va être très utile, puisque souvent les tâches sont codépendantes, et donc comme ça, on va pouvoir arrêter complètement un groupe complet de tâches si jamais il y a une erreur dans l'une des tâches de ce groupe. Alors maintenant qu'on a bien vu la théorie, on va pouvoir passer à des exemples un peu plus concrets. Jusqu'alors, on a utilisé la méthode sleep pour simuler une tâche qui nécessite une forme d'attente. Et maintenant, on va voir des exemples un peu plus réels. Alors pour ça, on va venir coller une liste d'URL qui pointe à chaque fois vers des images. En plus, on est venu importer le module OS. On vient créer également un nom pour un dossier. Et avec le module OS, on vient créer ce dossier s'il n'existe pas déjà. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir télécharger ces images et les mettre dans le dossier.
Alors on va d'abord montrer une première version avec un code synchrone, et ensuite on va voir comment on peut améliorer les choses en utilisant un code asynchrone qui va être beaucoup plus efficace. Alors de manière synchrone, on pourrait utiliser le module request. C'est un module que l'on avait déjà utilisé dans la vidéo sur les paquets et les modules. Il s'agit d'un module externe, alors si vous ne l'avez pas sur votre machine, vous pouvez l'installer avec la commande suivante, pip install requests. Et ensuite, on va venir définir une fonction qui va nous permettre de télécharger une image. En paramètre, on va passer l'URL de l'image. On va venir utiliser la méthode get du module request et on va passer l'URL. Et on devrait récupérer la réponse du serveur. Et donc ici, on a bien affaire à une tâche qui nécessite une forme d'attente puisque il faut attendre que le serveur nous renvoie la réponse. Ensuite, on pourrait gérer les erreurs en utilisant cette fonction du module request qui va permettre de lever une exception si jamais la réponse du serveur n'est pas un succès. Ensuite, on va créer une variable pour le nom de notre image. Alors pour récupérer le nom de l'image, on peut utiliser la méthode split sur la chaîne de caractères qui correspond à l'URL. On va venir découper au niveau du slash et on va récupérer le dernier élément de la liste, autrement dit l'élément qui est à l'index -1, et comme ça on devrait récupérer seulement le nom de l'image avec son extension. Ensuite, on va créer un chemin pour l'image. Pour ça, on peut utiliser la méthode join sur path. Ici, on va d'abord aller chercher le dossier image. Et ensuite, on va passer le nom de notre image. Et simplement, on va venir créer un nouveau fichier. On utilise le context manager, on vient passer le chemin de l'image et on va venir ouvrir le fichier en mode écriture. On va rajouter le B pour écrire en binaire et comme ça, on va pouvoir écrire le contenu de la réponse dans le fichier. Et ensuite, on pourrait simplement mettre un message, image téléchargée, et on va passer ici le nom de l'image. Ensuite, on va venir créer un marqueur de temps. On va venir boucler sur la liste d'URL que l'on a collé juste au-dessus. Et pour chaque URL, on va venir exécuter la fonction qui permet de télécharger une image. Ensuite, on va créer à nouveau un autre marqueur de temps et on va à nouveau afficher le temps écoulé. On va venir commenter le code précédent et on va venir lancer notre script. Et on voit que à chaque fois, on télécharge une image. Alors on a un script qui met un certain temps pour télécharger toutes les images. Le script met 6 secondes, un peu plus de 6 secondes, presque 7. Mais en définitive, on a bien récupéré dans notre dossier images les différentes images que l'on a téléchargées à partir des URL. Alors maintenant, on va voir comment on peut améliorer les choses en utilisant la programmation asynchrone pour télécharger beaucoup plus rapidement toutes les images. Alors pour les requêtes HTTP, lorsque on va vouloir faire les choses de manière asynchrone, on va pouvoir utiliser un autre module qui va fonctionner un peu comme requests, sauf que ce module va fonctionner de manière asynchrone. Il s'appelle IO
HTTP et on peut l'installer toujours avec la commande pip install. Une fois qu'on a installé le module, on peut l'importer et on va définir une fonction asynchrone principale. Comme on l'avait fait précédemment, on va utiliser le contexte manager de manière asynchrone et sur le module IO HTTP, on a accès à un constructeur qui va nous permettre de créer une session. On peut donner un alias à la session et ensuite on va créer une liste de tâches. Alors pour ça, on va utiliser une compréhension de liste. On va utiliser notre fonction download image et on va faire ça pour tous les URL de notre liste d'URL. Et pour que tout fonctionne, il va falloir modifier légèrement notre fonction download image pour pouvoir passer en premier paramètre la session. Alors on va venir copier la fonction précédente et on va la modifier légèrement pour passer la session en paramètre et on va faire en sorte également que cette fonction soit une coroutine. Donc on rajoute bien le label asynchrone pour la fonction. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser le module requests, comme on le faisait précédemment, eh bien on va utiliser notre session. À nouveau, on va utiliser un contexte manager de manière asynchrone. Et sur la session, on a accès à une méthode get qui va être assez similaire à la méthode get du module requests. Et on peut passer notre URL en argument. On devrait récupérer une réponse. On va venir indenter le code à l'intérieur du contexte manager. Et au moment de l'écriture du contenu de la réponse dans le fichier, on va pouvoir utiliser notre mot-clé await pour attendre la réponse que l'on va lire avec la méthode read. Ensuite, à nouveau, dans notre fonction principale, eh bien, on va pouvoir attendre que toutes les tâches aient fini de s'exécuter et on va les rassembler avec la méthode gather. Alors ici, il faudrait passer en argument les différentes tâches. Alors on va pouvoir dépacter la liste des tâches en utilisant l'étoile avant le nom de notre liste. Et comme ça, on va passer toutes les tâches en argument. Comme on l'avait fait précédemment, on va venir lancer la boucle et mesurer les performances du script. On va venir commenter le code précédent. Et on va également supprimer le dossier d'image avant de relancer le script. On lance notre script et on voit que très rapidement, en un peu moins de 1 seconde, on a téléchargé toutes les images. Si on regarde dans le dossier, on a bien nos différentes images qui ont été téléchargées de manière très rapide, puisque contrairement au code précédent, on n'a pas attendu à chaque fois que une requête ait été effectuée vers le serveur pour passer à la requête suivante. On est venu déclencher les différentes requêtes en même temps et récupérer les réponses. Comme ça, on a un code qui est nettement plus efficace que précédemment. Alors, pour conclure cette vidéo, on va montrer un dernier exemple de programmation asynchrone, cette fois-ci avec des fichiers. Pour ce dernier exemple, on va commencer par récupérer un dossier de fichiers que l'on va copier dans le répertoire courant. Si on regarde dans le dossier, on voit qu'on a une centaine de fichiers au format texte. Et comme c'est le cas pour les requêtes HTTP, lorsque on va ouvrir et lire le contenu d'un fichier, il va s'agir d'une opération qui va nécessiter un certain temps. Alors ça ne se voit pas forcément avec un petit nombre de fichiers, mais lorsque on a un nombre conséquent, comme c'est le cas ici, eh bien c'est là qu'on va pouvoir utiliser la programmation asynchrone pour optimiser notre script. Alors comme c'est le cas avec les requêtes HTTP, on va pouvoir utiliser un module spécifique qui va nous permettre de gérer
les fichiers de manière asynchrone. Ce module, il s'appelle IO Files. On peut l'installer avec la commande pip install. Ensuite, on vient importer le module et on va commencer par créer un chemin pour notre dossier. Alors on pourrait utiliser pour changer le module pathlib, qui va être une alternative au module OS. C'est une alternative plus moderne. On avait vu la différence entre ces deux modules dans la vidéo sur le système de fichiers. On peut utiliser le constructeur et ici on va renseigner le nom de notre dossier. Et comme ça, on a créé le chemin. Ensuite, on va définir une coroutine pour lire un fichier. Au niveau du paramètre, on va seulement prendre le numéro du fichier, puisque si on regarde dans le dossier, on voit que tous les fichiers ont presque le même nom. Il y a juste le numéro du fichier qui change à chaque fois, donc on peut prendre le numéro en paramètre de la fonction. Ensuite, on va pouvoir créer le chemin du fichier. Alors pour ça, avec le module pathlib, ça va être très simple. On peut récupérer d'abord le chemin du dossier, ensuite on rajoute un slash et on vient récupérer le nom du fichier avec son numéro et on rajoute bien l'extension. Ici, on pourrait afficher le chemin du fichier dans la fonction et ensuite on va utiliser le context manager de manière asynchrone. On prend notre module IO Files et on a accès à une méthode open qui va beaucoup ressembler à la fonction globale open de Python, sauf que cette fonction, elle va fonctionner de manière asynchrone. Et ici, on peut toujours renseigner en argument le chemin du fichier, le mode, on va utiliser le mode de lecture, et on va utiliser un encodage en UTF-8, puisqu'on a des fichiers avec du contenu en français, et donc avec des accents. Et ensuite, on va venir lire le contenu. On n'oublie pas de rajouter le mot-clé await pour attendre la lecture du fichier. Et ensuite, simplement, on va venir rajouter une chaîne de caractères. On va mettre le numéro du fichier et on va afficher les 50 premiers caractères. Ensuite, comme on l'avait fait précédemment pour le téléchargement des images, on va créer une fonction asynchrone principale. On va créer une liste de tâches. À chaque fois, on va utiliser notre fonction pour lire un fichier. Et on va faire ça pour une rangée de nombres qui correspond à nos numéros de fichiers. Et ensuite, simplement, on va attendre que toutes les tâches aient fini de s'exécuter. On utilise la méthode gather et ici, on vient passer nos tâches que l'on va dépacter, toujours en utilisant l'étoile avant notre liste. Et il ne reste plus qu'à lancer la boucle. On lance le script et on voit qu'on arrive bien à lire nos fichiers. Alors on peut remarquer que on ne lit pas forcément les fichiers dans l'ordre, mais par contre, on vient lire les fichiers de manière très rapide. Et donc encore une fois, on a un gain réel de performance avec cette programmation asynchrone qui nous permet d'effectuer de la concurrence avec un seul fil d'exécution. Et donc en général, c'est la manière de faire qu'aujourd'hui on va plutôt privilégier lorsque on doit faire de la concurrence et exécuter des tâches qui nécessitent un certain temps. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.